Pour mon 65e anniversaire, j'ai organisé une fête de famille. Personne n'est venu. Ce même jour, ma belle-fille a posté des photos de tout le monde en croisière. J'ai simplement souri. À leur retour, je lui ai remis un test ADN qui l'a fait pâlir. Je suis contente que vous soyez là. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez avec la ville depuis laquelle vous regardez, pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. J'ai passé 3 semaines à planifier ma fête d'anniversaire pour mes 65 ans, 3 semaines à choisir le menu parfait, à décorer la salle à manger avec des fleurs fraîches, et à appeler tout le monde pour confirmer leur présence. J'avais même acheté une nouvelle robe, bleu marine avec de petits boutons en perles, du genre que Elliot disait toujours me rendre élégante. La table était mise pour 8. Des cartes de place écrites de ma plus belle écriture, Elliot, Meadow, le petit Tommy qui venait d'avoir 7 ans, la douce Emma qui en a 5, ma sœur Ruth, son mari Karl, et bien sûr moi-même à la tête de la table où je pouvais voir le visage de chacun alors que nous célébrions ensemble. À 18h30, personne n'était arrivé. J'ai vérifié mon téléphone 3 fois, pensant que j'avais peut-être fait erreur sur l'heure, mais c'était bien noté dans mon calendrier, dîner d'anniversaire, 18h. J'avais envoyé des rappels à tout le monde 2 jours auparavant. À 19h, j'ai appelé Elliot et je suis tombée sur sa messagerie. Puis le téléphone de Meadow. Même chose. Ruth n'a pas répondu non plus, ce qui était étrange car elle décroche toujours à la 2e sonnerie. Je me tenais dans ma salle à manger, regardant les assiettes intactes. Les bougies que j'avais allumées 1 heure plus tôt n'étaient plus que des moignons. Le rôti refroidissait dans le four. Le gâteau au chocolat que j'avais passé toute la matinée à préparer était parfait et intact sur le comptoir de la cuisine. Peut-être y avait-il des embouteillages. Peut-être qu'un imprévu de dernière minute était survenu. Ces choses arrivent, me suis-je dit. Même si ma poitrine était serrée et que mes mains ne cessaient de trembler. À 20h, je savais qu'il ne viendrait pas. Je me suis assise lourdement dans ma chaise, fixant les sièges vides autour de moi. Ce n'était pas seulement un retard. C'était tout autre chose. Le silence dans ma maison était différent. Pas paisible, mais creux, comme si la maison elle-même retenait son souffle. C'est alors que j'ai fait l'erreur de regarder Facebook. En haut de mon fil d'actualité, il y avait une photo qui m'a glacée. Meadow, radieuse dans une robe d'été blanche fluide, son bras autour d'Elliot, qui souriait plus largement que je ne l'avais vu depuis des mois. Derrière eux, le bleu profond de l'océan s'étendait à l'infini. La légende disait « Vivre notre meilleure vie en Méditerranée ». Si reconnaissant pour ses vacances en famille incroyables. J'ai fait défiler plus de photos. Tommy et Emma construisant des châteaux de sable sur une plage immaculée. Ruth et Karl partageant des cocktails à ce qui semblait être un bar élégant de bateau. Tout le monde était là. Tout le monde sauf moi. L'horodatage montrait que les photos avaient été postées il y a seulement 1 heure, alors que j'étais assise ici à les attendre. Ils étaient à des milliers de kilomètres, trinquant avec du champagne et riant lors d'un dîner au coucher du soleil sur un bateau de croisière. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas se briser, se fissurer comme la glace sur un lac quand la température chute trop vite. Ils avaient planifié cela, tous. Meadow avait organisé des vacances en famille qui m'excluaient délibérément, les avait programmées pour mon anniversaire, et avait d'une manière ou d'une autre convaincu tout le monde d'y aller. Même Ruth, ma propre sœur, qui m'avait aidé à choisir les décorations pour cette fête la semaine précédente. J'ai fixé cette photo jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Le sourire de Meadow semblait particulièrement éclatant, presque triomphant. Elle se tenait exactement là où j'aurais dû être, au centre de ma famille, entourée des personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Mon téléphone a vibré. Un message d'Elliot. « Désolé, maman. J'ai oublié de mentionner que nous serions hors de la ville cette semaine. Meadow a réservé un voyage surprise. Bon anniversaire, quand même. Oublié de mentionner. » Comme si une croisière en Méditerranée était quelque chose dont on oublie simplement de parler à sa mère. Comme si la réserver le jour de mon anniversaire était une pure coïncidence. J'ai posé le téléphone avec soin, craignant de le jeter contre le mur si je le tenais plus longtemps. Le rôti était définitivement froid maintenant. Je me suis dirigée vers la cuisine et j'ai éteint le four, mes mouvements mécaniques et étranges. J'avais l'impression de me regarder de l'extérieur, d'observer cette femme triste dans sa robe bleu marine, rangeant le dîner que personne n'était venu manger. J'ai enveloppé le gâteau dans du film plastique et l'ai mis au réfrigérateur. J'ai soufflé ce qu'il restait des bougies. J'ai commencé à ranger la belle porcelaine dans le buffet, chaque assiette cliquant contre les autres avec un son qui semblait trop fort dans la maison silencieuse.
Meadow avait gagné quelque chose ce soir, bien que je ne sois pas tout à fait sûr du jeu auquel nous avions joué. Tout ce que je savais, c'est que pour la première fois de mes 65 ans, je me sentais vraiment invisible. Pas seulement négligée ou oubliée, mais effacée. En éteignant les lumières de la salle à manger, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre sombre. J'avais l'air plus petite, diminuée. La femme qui me regardait en face avait passé des décennies à être la pacificatrice de la famille, celle qui apaisait les disputes et se souvenait des anniversaires de tout le monde, celle qui mettait toujours la famille en premier. Et ils avaient tous choisi de passer mon anniversaire à faire comme si je n'existais pas. Je suis montée l'escalier vers ma chambre, chaque pas plus lourd que le précédent. Demain, je devrais affronter les conséquences. Les fausses excuses, les justifications sur les malentendus, la douce voix de Meadow expliquant comment le voyage avait été réservé il y a des mois et qu'il ne pouvait rien y faire. Mais ce soir, j'avais juste besoin de m'asseoir avec cette douleur, de vraiment la ressentir. Parce que quelque chose me disait que ce n'était pas seulement une question de fête d'anniversaire oubliée. C'était quelque chose de bien plus grand et de bien plus délibéré que je ne l'avais jamais imaginé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je suis restée allongée dans mon lit à fixer le plafond, mon esprit passant en revue chaque rassemblement familial des 5 dernières années. L'anniversaire qui n'avait pas seulement été oublié, mais délibérément saboté. Et alors que les heures défilaient, d'autres souvenirs ont commencé à refaire surface, chacun plus troublant que le précédent. La fête d'anniversaire des 4 ans de Tommy. J'étais si excitée à l'idée de le voir souffler ses bougies. Mais quand je suis arrivée sur les lieux, Meadow m'a accueillie à la porte avec ce sourire apologétique qu'elle avait perfectionné. « Oh, Loretta, Elliot ne t'a pas dit ? Nous avons dû reporter la fête à demain. » Un petit imprévu est survenu, mais je pouvais entendre les rires des enfants à l'intérieur. Je pouvais voir les ballons à travers la fenêtre. Quand j'ai appelé Elliot plus tard, il semblait sincèrement confus. « Demain ? Non, maman. La fête est définitivement aujourd'hui. » Meadow a dû mélanger les dates. Le premier jour d'école maternelle d'Emma. J'avais demandé 3 fois à Meadow à quelle heure il la déposerait pour que je puisse être là avec mon appareil photo. « Oh, nous le faisons très tôt, » avait-elle dit. « Vers 7 heures. Probablement trop tôt pour toi. » Quand je suis venue quand même, l'enseignante m'a dit qu'Emma était là depuis l'heure normale, 8h30. J'avais manqué son entrée dans sa salle de classe, manqué son petit geste nerveux pour dire au revoir à Elliot. Le dernier Noël, Meadow m'avait appelé 2 jours avant, sa voix tendue d'une fausse préoccupation. « Loretta, je déteste faire ça, mais Elliot se sent vraiment submergé par le stress au travail. Il a demandé si nous pouvions garder le dîner de Noël petit cette année, juste la famille immédiate. » J'avais passé Noël seul, réchauffant des restes et regardant de vieux films. Plus tard, j'ai découvert par Ruth qu'ils avaient eu une grande célébration. Elle avait vu les photos sur Instagram. 20 personnes, y compris les amis de l'université d'Elliot et plusieurs voisins. Tout le monde sauf moi. Chaque souvenir était comme une pièce de puzzle qui se mettait en place, formant une image que j'avais été trop aveugle pour voir. Ce n'était pas un schéma de malentendu ou de conflit d'emploi du temps innocent. C'était systématique, calculé. Je me suis levée et j'ai fait du café alors que le soleil se levait, mes mains tremblant encore de fatigue et de quelque chose d'autre, un sentiment croissant de crainte. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler les publications de Meadow sur les réseaux sociaux de l'année précédente, les regardant vraiment pour la première fois. La voilà à la pièce de théâtre de l'école de Tommy, assise au premier rang à côté d'Elliot. J'avais demandé spécifiquement pour cette pièce, et elle m'avait dit qu'elle était annulée en raison d'une épidémie de grippe. La voilà au récital de danse d'Emma. Celui que Meadow avait dit n'être qu'une séance d'entraînement. Rien de spécial. Photo après photo de moments familiaux dont j'avais été exclue. Chacune taguée avec des légendes sur les précieux souvenirs familiaux et bénie d'avoir ces personnes dans ma vie. La partie la plus cruelle était à quel point tout cela semblait naturel. Le bras de Meadow autour d'Elliot. Les enfants regroupés près de leurs parents. Tout le monde souriait comme s'ils appartenaient ensemble, comme s'ils étaient complets sans moi. J'ai posé le téléphone et je me suis dirigée vers la fenêtre de ma cuisine, regardant le jardin que j'avais planté quand Elliot était petit. Il m'aidait à désherber ses plates-bandes, ses petites mains délicates avec les tiges fragiles. Quand l'avais-je perdu ? Quand avait-il cessé de me voir comme essentiel à son bonheur ? La réponse m'est venue avec une clarté frappante. Quand Meadow est entrée dans nos vies. Avant elle, Elliot m'appelait 2 fois par semaine. Nous avions des dîners réguliers tous les 2 dimanches.
Il me demandait conseil pour ses problèmes au travail, partageait des histoires de sa journée. Il était mon fils, mon ami, mon lien avec un avenir que j'avais aidé à créer. Meadow avait changé cela progressivement, si lentement que je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. D'abord, les dîners du dimanche sont devenus mensuels. Meadow a prévu ses repas élaborés, expliquait Elliot. Elle aime m'avoir rien que pour elle le week-end. Ensuite, les appels téléphoniques se sont réduits à des vérifications obligatoires les jours fériés. Désolée, maman. Je ne peux pas parler longtemps. Meadow nous a réservé assez serré aujourd'hui. Elle n'a jamais rien dit directement contre moi. Cela aurait été trop évident, trop facilement contré. Au lieu de cela, elle opérait dans les espaces entre les mots, dans les silences qui suivaient ses suggestions. Ta mère semble fatiguée dernièrement. Peut-être ne devrions-nous pas la charger avec les enfants ce week-end. J'ai vu ta mère au magasin d'alimentation hier. Elle semblait un peu confuse à propos de quelque chose. Penses-tu qu'elle aille bien en vivant seule? Des implications subtiles que je devenais un fardeau, une préoccupation, quelqu'un qui avait besoin d'être géré plutôt qu'incluse. Je pensais à la façon dont elle me serrait dans ses bras lors des rassemblements familiaux, toujours un peu trop longtemps, sa main frottant mon dos comme si j'étais une parenté âgée fragile ayant besoin de réconfort plutôt qu'un membre égal de la famille. La façon dont elle m'interrompait quand je parlais aux enfants, redirigeant leur attention vers autre chose. Grand-mère Loretta a eu une longue journée, mes chéris. Pourquoi ne montrez-vous pas à papa votre nouveau jouet à la place? Et Elliot, mon beau et confiant fils, avait absorbé tout cela sans poser de questions. Il avait commencé à me regarder comme le faisait Meadow, avec un mélange d'affection et de pitié, comme si j'étais quelque chose de précieux mais de plus en plus sans importance. Le téléphone a sonné, me sortant de mes pensées. Le nom d'Elliot est apparu sur l'écran. Salut, maman. Sa voix était joyeuse, détendue d'une manière qui me serrait le cœur. Je voulais juste appeler pour te souhaiter un joyeux anniversaire en retard. Désolée de l'avoir manqué, mais ce voyage a été incroyable. Meadow s'est vraiment surpassé avec l'organisation. Oui, j'ai vu les photos. Oh, bien. Meadow a posté comme une folle. Les enfants s'amusent tellement. Tommy a appris à faire de la plongée hier et Emma s'est liée d'amitié avec une petite fille de Boston. Tu aurais adoré les voir. L'aurais-je? Parce que de là où je me tenais, il semblait que personne n'avait même remarqué mon absence. Le voyage a été très spontané, ai-je dit prudemment. Je sais, n'est-ce pas? Meadow a trouvé cette offre incroyable et a juste foncé. Elle a toujours été spontanée comme ça. Une des choses que j'aime chez elle. Spontanée. C'est comme ça qu'il appelait le fait de réserver une croisière le jour de l'anniversaire de sa mère. Elliot, j'ai commencé, puis je me suis arrêtée. Que pouvais-je dire? Que sa femme le manipulait. Qu'elle avait passé des années à m'exclure systématiquement de sa vie? Il penserait que j'étais jalouse, amère, incapable d'accepter qu'il avait grandi et était passé à autre chose. Peut-être que j'étais tout cela, mais j'avais aussi raison. Tout va bien, maman? Tu as l'air bizarre. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de tous ces moments perdus, de toutes ces fois où j'avais été édité hors de l'histoire de ma propre famille. Je vais bien, mon chéri. Juste fatigué. Eh bien, repose-toi. Nous serons de retour la semaine prochaine, et je te promets que nous organiserons quelque chose de spécial pour rattraper ton anniversaire manqué. Une autre promesse d'Elliot que Meadow trouverait un moyen de briser. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine pendant longtemps, regardant la lumière changer alors que la matinée se transformait en après-midi. J'ai pensé aux années à venir. Plus d'anniversaires passés seuls. Plus de jalons de mes petits-enfants manqués. Plus de photos de famille où mon absence était si complète qu'on aurait dit que je n'avais jamais existé du tout. Pour la première fois depuis la mort de mon mari il y a 8 ans, je me sentais vraiment orpheline. Pas à cause de la mort cette fois, mais à cause de quelque chose d'aussi mauvais, sinon pire. Par l'effacement délibéré et méthodique de ma place dans la seule famille qu'il me restait. Mais alors que la colère montait dans ma poitrine, chaude et vive, j'ai réalisé autre chose. Je n'allais pas disparaître tranquillement. Si Meadow voulait jouer à des jeux, elle avait choisi la mauvaise adversaire. J'avais élevé Elliot quand son père nous avait quittés. J'avais travaillé 2 emplois pour le faire entrer à l'université, sacrifié mes propres rêves pour m'assurer qu'il avait toutes les opportunités. J'avais mérité ma place dans cette famille, et je ne l'abandonnerais pas sans me battre. Je devais juste comprendre contre quoi je me battais vraiment.
C'était un mardi matin. Exactement une semaine après ma fête d'anniversaire abandonnée, quand la sonnette a retenti, j'étais toujours en robe de chambre, sirotant ma deuxième tasse de café et fixant la pile de cartes de remerciements que j'avais achetées pour une célébration qui n'avait jamais eu lieu. Le son m'a surprise. Je n'attendais personne. Et honnêtement, les visiteurs inattendus étaient devenus rares dans mon isolement social soigneusement géré. À travers le Judas, j'ai vu un homme que je ne reconnaissais pas. La quarantaine peut-être, avec des cheveux foncés et des rides de soucis profondément gravées autour des yeux. Il était bien habillé mais froissé, comme s'il avait voyagé. Ses mains étaient enfoncées dans les poches de son manteau et il regardait autour de lui nerveusement, comme s'il n'était pas sûr de devoir être là. J'ai failli ne pas répondre. Après l'incident de la croisière, je n'étais pas d'humeur pour les solliciteurs ou les missionnaires ou quoi que ce soit que cet étranger pouvait vouloir. Mais quelque chose dans sa posture, la façon dont il semblait rassembler son courage juste pour se tenir sur mon porche, a éveillé ma curiosité. « Puis-je vous aider ?» ai-je appelé à travers la porte. « Madame Patterson. » Sa voix était prudente, hésitante. « Loretta Patterson, la mère d'Elliot. » Ma poitrine s'est serrée. « Comment connaissez-vous le nom de mon fils ? Qui demande ?» Il est resté silencieux un moment, puis a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Je m'appelle David Chen. J'ai besoin de vous parler de Meadow. » J'ai ouvert la porte lentement, gardant la chaîne attachée. De quoi s'agit-il à propos de Meadow ? David Chen avait l'air encore plus nerveux de près. Ses mains tremblaient légèrement, et il y avait des cernes sous ses yeux, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Cela va sembler fou, Madame Patterson. Mais je pense que mon fils vit peut-être dans la maison de votre fils. La chaîne a soudainement semblé lourde dans mes mains. De quoi parlez-vous, Tommy ? Il a dit, et le nom m'a frappé comme un coup physique. Le petit garçon. 7 ans, cheveux bruns, a une cicatrice au menton après être tombé de son vélo à l'âge de 4 ans. Je l'ai fixé, mon esprit en ébullition. Tommy avait effectivement une cicatrice au menton. Elliot m'avait parlé de l'accident de vélo, de leur peur en se précipitant aux urgences. Mais comment le sauriez-vous ? Je pense que vous feriez mieux d'entrer, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. David Chen s'est assis sur mon canapé comme s'il pouvait s'enfuir à tout moment. Je lui ai offert du café, mais il a secoué la tête, ses mains serrées si fort sur ses genoux que ses jointures étaient blanches. Je ne sais pas par où commencer, a-t-il dit. Cela va sembler insensé. Essayez-moi. J'ai eu une semaine très étrange. Il a pris une inspiration tremblante. Meadow et moi. Nous avons été ensemble pendant 2 ans. C'était avant qu'elle ne rencontre votre fils, avant qu'elle ne se marie. Nous vivions ensemble, parlions de mariage, tout ça. Et puis elle est tombée enceinte. Ma tasse de café est soudainement devenue trop lourde. Je l'ai posée avec soin, craignant de la laisser tomber. J'étais si heureux, a continué David, sa voix épaisse de douleur ancienne. Je voulais l'épouser immédiatement, commencer à planifier notre vie ensemble. Mais Meadow, elle ne cessait de me repousser. Elle disait qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, qu'elle n'était pas prête pour une étape aussi importante. Puis un jour, je suis rentrée du travail et elle était partie. Juste partie. Toutes ses affaires, tout. Comme si elle n'avait jamais vécu là. L'avez-vous cherché ? Bien sûr que je l'ai fait. Pendant des mois. J'ai déposé une plainte pour personne disparue, engagé un détective privé, posté sur toutes les plateformes de médias sociaux auxquelles je pouvais penser. Rien. C'était comme si elle s'était évaporée dans la nature. Il s'est frotté le visage avec les 2 mains. Le détective m'a finalement dit d'abandonner. Il a dit, certaines personnes ne veulent tout simplement pas être trouvées. Je commençais à me sentir malade. Qu'est-ce que cela a à voir avec Tommy ? Il y a 3 mois, j'étais à une conférence à Sacramento. Je me promenais simplement dans le centre-ville pendant le déjeuner, et je les ai vus. Meadow et un petit garçon qui me ressemblait exactement à cet âge-là. Les mêmes yeux, le même menton, même la même façon d'incliner la tête quand il se concentre. Je les ai suivis pendant 3 pâtés de maison, Madame Patterson. J'ai observé ce petit garçon, et j'ai su. J'ai su qu'il était mon fils. La pièce semblait tourner. Vous dites que Tommy est votre fils. Je dis que je le pense. Meadow était enceinte d'environ 2 mois quand elle m'a quitté. Si elle a mené la grossesse à terme, il aurait exactement l'âge de Tommy maintenant.
David a sorti son téléphone de sa veste. Regardez ça. Il m'a montré une photo de lui enfant, peut-être 6 ou 7 ans. La ressemblance avec Tommy était frappante. Les mêmes yeux sombres, la même mâchoire têtue, même le même léger écart entre ses dents de devant que Tommy essayait toujours de cacher quand il souriait. Mes mains tremblaient maintenant. Cela pourrait être une coïncidence. Beaucoup d'enfants se ressemblent. C'est ce que je me suis dit au début, mais ensuite j'ai commencé à creuser. La voix de David est devenue plus dure, plus déterminée. J'ai engagé un autre enquêteur, un meilleur cette fois. Meadow Martinez. Ce n'est même pas son vrai nom, d'ailleurs. Son vrai nom est Margaret Winters. Et elle a déjà fait ça avant. Fait quoi avant? Disparu quand les choses sont devenues compliquées. Quitter des hommes quand ils ont commencé à poser trop de questions. L'enquêteur a trouvé 2 autres hommes, Madame Patterson, 2 autres hommes qui ont eu des relations avec elle qui se sont terminées de la même manière. Soudainement, complètement, comme si elle n'avait jamais existé. David s'est penché en avant, ses yeux intenses. L'un d'eux pense qu'elle était peut-être enceinte quand elle l'a quitté, lui aussi. J'avais l'impression de me noyer. Pourquoi me dites-vous tout ça? Pourquoi maintenant? Parce que je les ai observés de loin pendant 3 mois, en essayant de comprendre quoi faire, en essayant de décider si j'avais le droit de perturber la vie d'un enfant sur la base de soupçons et de coïncidences. Sa voix s'est brisée. Mais ensuite j'ai vu les photos de votre croisière. Les vacances en famille heureuse. Tout le monde souriait et riait. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a rendu malade. Quoi? Vous n'étiez sur aucune des photos. J'ai regardé tous les réseaux sociaux de Meadow, Madame Patterson. Des centaines de photos de rassemblements familiaux, d'anniversaires, de vacances. Tommy et Emma sont sur toutes. Votre fils Elliot est sur la plupart. Mais vous êtes à peine là, comme si vous étiez en train d'être effacé de l'histoire de votre propre famille. La vérité de cela m'a frappé comme un coup physique. J'ai pensé à tous ces événements manqués, à tous ces changements de dernière minute et ces malentendus pratiques. À toutes ces fois où je m'étais sentie comme une étrangère regardant ma propre famille. J'ai commencé à penser à ma propre expérience avec Meadow, a continué David. Comment elle m'a isolée de mes amis et de ma famille vers la fin. Comment elle m'a fait sentir que j'étais le problème, que j'étais trop exigeant, trop collant. Comment elle m'a convaincu que les gens qui se souciaient de moi ne comprenaient pas vraiment notre relation. Elle fait la même chose à Elliot. J'ai murmuré, je pense aussi. Et je pense qu'elle vous le fait aussi. Ce qui signifie que si Tommy est vraiment mon fils, il n'est pas la seule victime ici. Vous l'êtes aussi. David a de nouveau plongé la main dans son manteau et a sorti une enveloppe manille. C'est pour ça que je suis ici, Madame Patterson. Pourquoi j'ai enfin trouvé le courage de frapper à votre porte? Qu'est-ce que c'est? Les résultats d'un test ADN. J'ai réussi à obtenir un échantillon des cheveux de Tommy chez le coiffeur où Meadow l'emmène. Je les ai fait tester contre mon propre ADN. Ses mains tremblaient alors qu'il me tendait l'enveloppe. J'ai reçu les résultats hier. J'ai fixé l'enveloppe dans mes mains, craignant de la toucher. À l'intérieur se trouvait une information qui pouvait détruire ma famille ou la sauver. Et je n'avais aucun moyen de savoir laquelle des deux. Avant d'ouvrir cela, a dit David doucement, j'ai besoin que vous sachiez autre chose. Je ne veux pas emmener Tommy loin du seul père qu'il ait jamais connu. Je ne veux pas le traumatiser ou perturber sa vie. Mais je ne peux pas rester les bras croisés et regarder Meadow manipuler et mentir aux personnes qu'il aime, y compris vous. Que me demandez-vous de faire? Je vous demande de m'aider à m'assurer qu'il est protégé contre elle, contre le jeu auquel elle joue avec nous tous. La voix de David était maintenant ferme, résolue. Parce que si elle a menti à ce sujet, Madame Patterson, à quoi d'autre a-t-elle menti? Et qui d'autre va-t-elle blesser? J'ai regardé l'enveloppe dans mes mains, sentant le poids de la vérité qu'elle contenait. Dehors, une portière de voiture a claqué, et j'ai entendu des enfants rire en passant devant ma maison. Des sons normaux d'un après-midi normal dans un quartier normal où les mères ne volent pas les enfants et où les grands-mères ne sont pas effacées des photos de famille. Mais ma vie n'avait pas été normale depuis longtemps. Je ne voulais tout simplement pas l'admettre. Madame Patterson, la voix de David était douce maintenant, presque gentille. Êtes-vous prête à connaître la vérité? J'ai pensé au doux visage de Tommy, à la façon dont il courait vers moi les bras tendus avant que Meadow ne commence à décourager ses marques d'affection. J'ai pensé à Emma, qui me connaissait à peine maintenant parce que j'avais été exclue de tant de moments de sa vie.
J'ai pensé à Elliot, mon fils, qui avait été lentement empoisonné contre sa propre mère. J'ai pensé à ma fête d'anniversaire vide et à toutes ces photos de famille où je n'existais pas. Oui, ai-je dit et j'ai ouvert l'enveloppe. Les résultats du test ADN étaient écrits dans un langage clinique et sans appel. Probabilité de paternité de 99,7%. Les chiffres dansaient devant mes yeux alors que je les relisais encore et encore, espérant d'une manière ou d'une autre qu'ils changeraient, espérant que tout cela n'était qu'une erreur élaborée ou une cruelle blague. Tommy n'était pas le fils d'Elliot. Mon petit-fils, le petit garçon que j'avais vu faire ses premiers pas, que j'avais aidé à apprendre à lasser ses chaussures, à qui j'avais lu des histoires au coucher quand il était assez petit pour se blottir sur mes genoux. Il n'était pas de mon sang du tout. Et Elliot, mon fils dévoué, qui avait nommé Tommy d'après son propre grand-père, n'avait aucune idée qu'il élevait l'enfant d'un autre homme. « Je suis désolé, » a dit David doucement. Il était toujours assis sur mon canapé, regardant mon visage alors que je traitais l'information. Je sais que cela doit être dévastateur. J'ai posé les papiers avec des mains qui ne cessaient de trembler. Depuis quand le savez-vous avec certitude? Depuis hier, mais je l'ai soupçonné depuis des mois. Il a sorti son téléphone et m'a montré d'autres photos. Des photos de surveillance qu'il avait évidemment prises à distance. Tommy jouant dans un parc. Tommy entrant dans un bâtiment scolaire. Tommy faisant du vélo dans ce qui semblait être la rue de mon quartier. Je les ai suivis parfois, a-t-il dit. Je sais à quoi cela ressemble. Mais je devais être sûr. Vous avez surveillé ma famille. J'ai surveillé mon fils, a corrigé David, sa voix ferme mais pas hostile. Et j'ai essayé de comprendre quel genre de femme pouvait voler un enfant et construire toute une vie autour de ce mensonge. La colère est venue alors, chaude et écrasante. Pas contre David. Il était tout autant une victime que le reste d'entre nous. Mais contre Meadow, contre l'ampleur de sa tromperie, sa cruauté. Elle n'avait pas seulement menti sur la paternité de Tommy. Elle avait construit tout son mariage sur ce mensonge. Utilisé un enfant innocent comme fondement pour une vie à laquelle elle n'avait aucun droit. Elle a piégé Elliot, ai-je dit, les mots sortant amers et durs. Elle est tombée enceinte du bébé d'un autre homme et l'a utilisé pour sécuriser un mariage avec mon fils. C'est ce qu'il semble, l'expression de David était sombre. La chronologie correspond parfaitement. Elle m'a quitté alors qu'elle était enceinte d'environ 2 mois, commençant à se montrer. Si elle a agi rapidement, trouvé quelqu'un rapidement, elle a pu le convaincre que le bébé était prématuré ou simplement petit. Je me suis souvenu de la naissance de Tommy, à quel point Elliot était excité quand il m'a appelé pour me dire que Meadow était en travail. Il est né 3 semaines plus tôt, me suis-je souvenu. Elliot s'inquiétait des complications, mais le médecin a dit que tout allait bien. Parce que tout allait bien. Tommy n'était pas prématuré. Il était exactement à l'heure selon ma chronologie, pas celle d'Elliot. Les pièces du puzzle se mettaient en place avec une clarté déconcertante. La romance éclair de Meadow avec mon fils, les fiançailles rapides, le mariage qui avait eu lieu à peine 6 mois après leur rencontre. J'avais trouvé cela romantique à l'époque. L'amour vrai conquérant tout. Maintenant, je réalisais que c'était quelque chose de beaucoup plus calculé. Elle avait besoin d'un père pour Tommy avant sa naissance. Quelqu'un de stable, quelqu'un qui ne remettrait pas en question le timing de trop près. Quelqu'un de confiance, a ajouté David. Quelqu'un qui ne demanderait pas de test de paternité parce que l'idée ne lui viendrait même pas. C'était Elliot. Exactement. Mon fils avait toujours été honnête à l'excès, incapable du genre de tromperie qui l'aurait rendu soupçonneux envers les autres. Il prenait les gens au pied de la lettre, croyait ce qu'ils lui disaient. C'était l'une de ses meilleures qualités, et Meadow l'avait utilisée comme une arme contre lui. Il y a autre chose, a dit David, et quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. Quelle chose? David a sorti un dossier et me l'a tendu. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des documents, ce qui semblait être des copies de dossiers officiels. Son vrai nom est Margaret Winters. Elle a 34 ans, pas 31 ans comme elle l'a dit à votre fils. Elle a grandi dans des familles d'accueil, a quitté le système à 18 ans. Pas de famille, pas de vraies attaches nulle part. J'ai étudié une photographie qui semblait provenir d'un annuaire de lycée. Le visage était définitivement celui de Meadow, mais plus jeune, plus dur d'une certaine manière. Ses cheveux étaient différents, plus foncés, et il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu chez la femme qui avait épousé mon fils. Une sorte de fin désespérée. Elle a été mariée auparavant, a continué David, 2 fois.
Une fois à un homme nommé Robert Kim dans le Nevada, une fois à quelqu'un appelé James Fletcher dans l'Oregon. Les 2 mariages se sont terminés par un divorce en moins de 2 ans, les 2 fois avec elle obtenant des règlements de pension alimentaire significatifs. Elle a déjà fait ça avant, ai-je murmuré. Le schéma est toujours le même. Elle rencontre un homme avec de l'argent ou de la stabilité, va vite pour le verrouiller, puis l'isole systématiquement de sa famille, de ses amis, de quiconque pourrait voir à travers son acte ou poser des questions inconfortables. J'ai pensé à la façon dont les amis de l'université d'Eliott avaient progressivement cessé de venir après son mariage avec Meadow. Comment il s'était éloigné de ses collègues de travail. Comment il parlait rarement de son travail maintenant, sauf pour mentionner à quel point c'était stressant. Comment il était devenu de plus en plus dépendant de Meadow pour les connexions sociales, pour le soutien émotionnel, pour tout. Elle l'a isolé, ai-je dit. Et vous, a dit David, parce que vous êtes la plus grande menace pour son contrôle. Les mères voient des choses que les autres personnes ne voient pas. Elles posent des questions. Elles se souviennent des détails d'avant son arrivée. David s'est penché en avant, son expression intense. Elle avait besoin de vous faire disparaître, Madame Patterson. Pas seulement vous éloigner, mais vous effacer complètement. C'est pourquoi le sabotage de la fête d'anniversaire. C'est pourquoi tous les événements manqués et les malentendus. Elle a systématiquement entraîné votre famille à fonctionner sans vous. La cruauté de la situation m'a coupé le souffle. Mais pourquoi? Si elle avait déjà Elliott, s'il croyait que Tommy était son fils, pourquoi aller jusqu'à de telles extrémités pour m'exclure? Parce que vous êtes un témoin de la chronologie. Vous vous souvenez de quand ils se sont rencontrés, de quand elle est tombée enceinte, de quand Tommy est né. Si vous aviez commencé à poser des questions, à comparer les dates, vous auriez peut-être découvert la vérité. La voix de David était calme mais certaine. Elle avait besoin que vous deveniez irlevante avant de devenir dangereuse. Je me suis levée brusquement, me dirigeant vers la fenêtre où je pouvais voir la rue où Tommy avait appris à faire du vélo. Le petit garçon pour qui j'avais acclamé, bandé les genoux éraflés, célébré chaque étape. Il était toujours le même enfant, toujours doux, drôle et brillant. Mais tout ce qui concernait sa place dans notre famille était un mensonge. Et Emma? Ai-je demandé, redoutant la réponse. Pour autant que je sache, Emma est vraiment la fille d'Eliott. Née 2 ans après Tommy, à une époque où Meadow et votre fils étaient définitivement ensemble. Mais... David a hésité. La naissance d'Emma a peut-être été calculée aussi. Une façon de s'assurer qu'Eliott ne remettrait jamais en question la paternité de Tommy. Si Meadow pouvait lui donner un enfant biologique, il serait moins susceptible de douter que Tommy soit le sien aussi. Et cela cimenterait leur relation encore plus. Je me sentais malade. Tout ce qui concernait le mariage de mon fils, sa famille, sa vie depuis les 7 dernières années avait été orchestré par une femme qui le voyait non pas comme une personne à aimer, mais comme une ressource à exploiter. Et elle avait utilisé des enfants innocents, comme des outils dans sa manipulation. Tommy ne sait pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Il a 7 ans. Pour lui, Elliot est son père et l'a toujours été. Et Emma, elle ne sait pas non plus. Elle pense simplement avoir un grand frère qui ne lui ressemble pas. Les enfants ne remettent pas ces choses en question, mais les adultes le font, ou devraient le faire. Et je commençais à comprendre pourquoi Meadow avait travaillé si dur pour me rendre irlevante. Une grand-mère qui passe du temps avec ses petits-enfants, qui est vraiment présente dans leur vie, pourrait éventuellement remarquer que Tommy ne ressemblait en rien à son père supposé, pourrait commencer à poser des questions sur les ressemblances familiales, sur les traits génétiques qui ne correspondaient pas. « David, ai-je dit lentement, pourquoi avez-vous décidé de me dire cela maintenant? Vous auriez pu simplement exiger un test de paternité, passer par les tribunaux, essayer d'obtenir la garde. Pourquoi m'impliquer? » Il est resté silencieux un long moment, fixant ses mains. Parce que j'ai réalisé quelque chose quand j'ai vu ces photos de croisière. Meadow ne détruit pas seulement ma relation avec mon fils. Elle détruit aussi la vôtre. Et si nous ne l'arrêtons pas, elle va continuer à le faire avec d'autres personnes. Que voulez-vous dire? Elle commence déjà à s'éloigner des amis d'Elliot, de ses collègues de travail, le rendant de plus en plus dépendant d'elle pour tout. Et elle apprend aux enfants à le voir comme le seul parent qui compte vraiment. Tommy ne parle presque plus de vous quand je l'ai observé au parc. C'est comme si elle vous effaçait de sa mémoire. La vérité de cela m'a frappé comme un coup physique. J'ai pensé à la façon dont Tommy avait changé ces derniers mois. Comment il avait arrêté de courir vers moi pour me faire un câlin quand je rendais visite.
Comment il avait commencé à chercher l'autorisation de Meadow avant de me parler. Je pensais qu'il grandissait simplement, devenait plus indépendant. Mais peut-être que c'était tout autre chose. Elle va finir par se débarrasser d'Elliot, a continué David. Tout comme elle s'est débarrassée de moi. Tout comme elle s'est débarrassée de ses maris précédents. Mais d'abord, elle va s'assurer qu'il ne lui reste plus rien, à part elle et les enfants. Plus d'amis, plus de famille, plus de système de soutien. Quand elle sera prête à passer à autre chose, il sera complètement seul. J'ai fermé les yeux, voyant l'avenir de mon fils s'étendre devant lui, isolé, abandonné, probablement ruiné si Meadow était aussi calculatrice qu'elle en avait l'air. Et les enfants pris au milieu de tout cela, utilisés comme des pions dans un jeu dont ils ne savaient même pas qu'ils faisaient partie. « Que voulez-vous que je fasse ?» ai-je demandé. David s'est levé, rassemblant ses papiers et ses photos. « Je veux que vous m'aidiez à sauver notre famille, tous les deux. Parce que c'est ce que nous sommes, Madame Patterson. Une famille. Vous êtes la grand-mère de Tommy de toutes les manières qui comptent, même si nous ne partageons pas le même ADN. Et je ne vais pas laisser Meadow détruire cela simplement parce qu'elle a peur de la vérité. » Il m'a tendu une carte de visite avec ses coordonnées. Réfléchissez mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Ils seront de retour de leur croisière dans quelques jours, et quand ils seront là, Meadow va surveiller tout signe que vous redevenez un problème. Si nous devons agir, c'est maintenant. Après le départ de David, je suis restée assise dans mon salon, tenant les résultats du test ADN et fixant cette carte de visite. Dehors, l'après-midi se transformait en soirée, et la maison semblait plus silencieuse que jamais. Mais pour la première fois depuis des mois, le silence ne semblait pas vide. Il semblait comme le calme avant la tempête. Parce que Meadow Martinez, ou Margaret Winters, ou quel que soit son vrai nom, avait fait une erreur critique. Elle avait pensé pouvoir m'effacer complètement, me rendre irrelevante dans l'histoire de ma propre famille. Mais je n'étais pas encore partie. Et maintenant que je savais ce qu'elle était vraiment, je n'allais nulle part. J'ai appelé Elliot 3 jours après le retour de la famille de leur croisière. Ma voix était stable, répétée. J'avais répété cette conversation une douzaine de fois dans ma tête. « Salut, mon chéri. Je me demandais si nous pouvions tous nous retrouver pour dîner ce week-end. J'ai quelque chose d'important dont j'aimerais discuter avec toi et Meadow. » Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. « Tout va bien, maman ? Tu as l'air sérieuse. »« Tout va bien. Je pense simplement qu'il est temps d'avoir une vraie conversation en famille sur nous, sur l'avenir. J'ai fait quelques réflexions pendant votre absence. » Une autre pause, plus longue cette fois. J'entendais la voix de Meadow en arrière-plan, bien que je ne puisse pas distinguer les mots. Quand Elliot est revenu en ligne, son ton était plus prudent. « Meadow veut savoir de quoi il s'agit. Elle est inquiète que tu sois contrarié par le timing de la croisière. Dis à Meadow que je ne suis contrarié par rien. Je pense simplement qu'il est important que les familles communiquent ouvertement, n'est-ce pas? Samedi soir serait parfait. Je cuisinerai. Je vais vérifier avec Meadow et te recontacter. » Le fait que mon fils de 38 ans doive vérifier avec sa femme pour savoir s'il peut dîner avec sa mère aurait été risible si cela n'avait pas été si déchirant, mais j'ai gardé ma voix légère. « Bien sûr, fais-moi savoir. » Il a rappelé 2 heures plus tard. « Samedi convient. 18 heures. » Parfait. J'ai hâte de voir tout le monde. C'était jeudi. J'ai passé vendredi à me préparer pour ce que je savais être la conversation la plus importante de ma vie. David et moi nous étions rencontrés 2 fois de plus depuis sa première visite, planifiant soigneusement comment présenter la vérité de manière à protéger Tommy tout en exposant la tromperie de Meadow. Les résultats du test ADN étaient bien rangés dans une enveloppe manille sur mon comptoir de cuisine, accompagnés de copies des documents trouvés par l'enquêteur de David, l'identité réelle de Margaret Winter, ses mariages précédents, la chronologie prouvant que Tommy ne pouvait pas être le fils biologique d'Elliot, tout ce dont nous avions besoin pour dépouiller les mensonges sur lesquels Meadow avait construit sa vie. J'ai préparé le repas préféré d'Elliot, un rôti de bœuf avec une purée de pommes de terre à l'ail et les haricots verts qu'il aimait depuis son enfance. Si cela devait être le dernier dîner en famille que nous partagions, je voulais qu'il soit mémorable pour les bonnes raisons, du moins au début. Le samedi soir est arrivé, gris et brumeux. Un temps typique d'octobre. J'ai mis la table de la salle à manger avec ma belle porcelaine, les mêmes assiettes que j'avais prévu d'utiliser pour la célébration de mon anniversaire 2 semaines plus tôt. L'ironie ne m'a pas échappé. Ils sont arrivés précisément à 18 heures. Meadow portait une robe crème fluide qui la faisait paraître plus jeune,
plus innocente. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Elle avait l'air de l'image même d'une épouse et mère dévouée, quelqu'un d'incapable de tromperie. Tommy a été le premier à entrer en trombe, plein d'énergie de petit garçon de 7 ans. Grand-mère Loretta, j'ai appris à nager pendant la croisière. Tu veux me voir faire la nage du chien? Mon cœur s'est serré alors que je l'embrassais, sachant que ce que j'allais révéler allait tout changer pour cet enfant innocent. Peut-être après le dîner, mon chéri. Va te laver les mains. Emma a suivi plus tranquillement, serrant une petite poupée aux cheveux emmêlés. À 5 ans, elle était plus réservée que son frère, plus méfiante envers moi depuis que Meadow avait commencé à décourager leur marque d'affection, mais elle m'a quand même laissé embrasser son front avant de suivre Tommy à la salle de bain. Elliot m'a serré dans ses bras chaleureusement, et pendant un moment, j'ai pu faire semblant que c'était juste un dîner de famille normal. Quelque chose sent incroyablement bon, maman. J'ai manqué ta cuisine. Tu as l'air fatiguée, ai-je observé. C'était vrai. Il y avait de nouvelles rides autour de ses yeux et il avait perdu du poids. Le travail a été brutal ces derniers temps. La fusion a mis tout le monde sous pression. Il a jeté un coup d'œil à Meadow, qui examinait mon salon comme si elle cataloguait les problèmes potentiels. Mais Meadow ne cesse de me dire que je dois trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le stress est si mauvais pour la santé, a dit Meadow en apparaissant à nos côtés avec ce sourire pratiqué. Je ne cesse d'encourager Elliot à envisager une retraite anticipée. Nous pourrions voyager davantage, passer plus de temps avec les enfants. Une retraite anticipée à 38 ans. Une autre façon de rendre Elliot complètement dépendant d'elle, le coupant de son identité professionnelle et de ses revenus. J'ai souri en retour avec amabilité. Comme c'est merveilleux que vous pensiez à l'avenir. C'est en fait lié à ce dont je voulais parler ce soir. Pendant le dîner, j'ai gardé la conversation légère. Les enfants ont bavardé sur leurs aventures de croisière, et Meadow a joué le rôle de la mère parfaite, coupant la viande de Tommy et rappelant à Emma d'utiliser sa serviette. Elle était douée pour cette performance, chaleureuse, attentionnée, tout à fait convaincante. Mais j'ai remarqué des choses que j'avais manquées auparavant. Comment elle a interrompu Tommy quand il a commencé à raconter une histoire sur le fait de m'avoir manqué pendant leur absence. Comment elle a redirigé l'attention d'Emma quand la petite fille a demandé pourquoi je n'étais pas venue en voyage avec eux. Comment elle gérait subtilement chaque interaction, contrôlant le flux de la conversation et de l'affection. Après que les enfants aient fini de manger, j'ai suggéré qu'ils aillent jouer dans le salon pendant que les adultes parlaient. Meadow a immédiatement objecté. Oh, ils devraient probablement se préparer à partir bientôt. Demain est un jour d'école, et nous aimons garder leur routine cohérente. Cela ne prendra pas longtemps, ai-je dit fermement. Et je pense que ce que j'ai à partager pourrait affecter leur routine de manière assez significative. Meadow a souri, presque imperceptiblement. Eh bien, si vous insistez. Quand les enfants ont été installés avec leurs jouets dans la pièce voisine, je suis retournée dans la salle à manger où Elliot et Meadow attendaient. Le dossier manille était posé sur la table à côté de ma tasse de café comme une arme chargée. Alors, a dit Elliot en tendant la main vers celle de Meadow à travers la table. De quoi voulais-tu parler? J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids du moment. Je voulais parler d'honnêteté, de famille, de l'importance de savoir qui nous sommes vraiment. Le sourire de Meadow s'est légèrement tendu. C'est un peu philosophique pour une conversation pendant le dîner. Vraiment? Je ne pense pas. J'ai pris le dossier manille, sentant les deux se tendre. Vous voyez, j'ai appris des choses intéressantes récemment sur l'histoire familiale, sur la génétique, sur l'importance des dossiers médicaux et des informations précises. Maman, a dit Elliot lentement, qu'y a-t-il dans le dossier? La vérité. Je l'ai ouvert et j'ai sorti les résultats du test ADN, les posant sur la table entre nous. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elliot a fixé les papiers comme s'ils pouvaient s'enflammer. Meadow est resté très immobile, son visage soigneusement vide d'expression. Un test de paternité? La voix d'Elliot était à peine un murmure. Pourquoi ferais-tu ça? Comment as-tu fait ça? Le test montre que tu n'es pas le père biologique de Tommy, ai-je dit doucement. Il y a une probabilité de 99,7% qu'un autre homme soit son père. Un homme nommé David Chen. Meadow s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est insensé, Loretta. Je ne sais pas à quel jeu malsain tu joues, mais... Asseyez-vous, Margaret.
L'utilisation de son vrai nom a frappé comme un coup physique. Elle a même reculé, son visage devenant blanc. Elliot, a commencé Meadow, mais sa voix tremblait maintenant. Margaret, ai-je répété plus fermement. Elliot a regardé entre nous deux, la confusion et une horreur grandissante se disputant dans son expression. Margaret? Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai sorti le rapport de l'enquêteur, les certificats de mariage, la documentation de la chronologie. Le vrai nom de Meadow est Margaret Winters. Elle a été mariée 2 fois auparavant, et elle a un passé de mensonges sur son identité et son histoire. Elle était impliquée avec David Shane avant de te rencontrer, Elliot. Elle l'a quitté alors qu'elle était enceinte de son enfant et est venue trouver un nouveau père pour son bébé. Ce n'est pas vrai, a dit Meadow, mais sa voix tremblait maintenant. Elliot, ne l'écoute pas. Ta mère a clairement eu une sorte de crise. Tommy est né 7 mois après que vous deux vous soyez rencontrés, ai-je continué sans relâche. Tu pensais qu'il était prématuré, mais il ne l'était pas. Il est né exactement à l'heure selon la chronologie de la relation de Meadow avec David. Elliot a pris les résultats du test ADN avec des mains tremblantes. J'ai regardé son visage alors qu'il les lisait, j'ai vu la couleur quitter ses joues alors que les chiffres s'imprégnaient en lui. Ce n'est pas possible, a-t-il murmuré. David Shane cherche son fils depuis 7 ans, ai-je dit. Il vous a trouvé il y a 3 mois et vous a observé de loin, en essayant de décider quoi faire. Il est venu me voir parce qu'il a reconnu ce que Meadow faisait à notre famille. Les mêmes tactiques d'isolement qu'elle a utilisées contre lui. Meadow reculait maintenant vers la porte, sa parfaite maîtrise d'elle-même complètement brisée. Elliot, s'il te plaît, ne la laisse pas t'empoisonner contre moi. Pense à notre vie ensemble. Notre famille. Notre famille. La voix d'Elliot était brute, brisée. Notre fils qui n'est pas vraiment notre fils. Il est ton fils de toutes les manières qui comptent. Tu l'as élevé. Tu l'aimes. Basé sur un mensonge, Elliot a frappé la table avec sa main, faisant sauter les assiettes. Tout, Meadow. Tout a été un mensonge. Meadow n'a rien dit, mais son silence était une réponse suffisante. Il y a autre chose, ai-je dit doucement, et j'ai sorti les dossiers des mariages précédents de Meadow. Elle a déjà fait cela auparavant. Trouver des hommes, épouser rapidement, isoler de leur famille, puis passer à autre chose quand cela lui convenait. Tu n'es pas sa première victime, Elliot. Tu es simplement la plus réussie. Elliot a fixé les documents, sa respiration superficielle et rapide. La croisière, a-t-il dit soudainement. Ton anniversaire. Ce n'était pas une coïncidence, n'est-ce pas? Meadow n'a rien dit, mais son silence était une réponse suffisante. Tu l'as planifié délibérément. Tu t'es assuré que maman serait seule pour son anniversaire pendant que nous étions tous ensemble à nous amuser sans elle. Tu voulais lui faire du mal. Je voulais protéger notre famille, a commencé Meadow. De quoi? A demandé Elliot. De ma mère? De la femme qui m'a élevée et aimée et qui ne ferait jamais de mal à personne? De quelqu'un qui finirait par découvrir la vérité? J'ai dit doucement, c'est de cela qu'il s'est agi tout ce temps, Elliot. Les événements manqués, les changements de dernière minute, la séparation progressive de tes amis et de ta famille. Meadow avait besoin de t'isoler complètement avant que tu ne commences à poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Elliot a levé les yeux vers sa femme. Sa femme, qui n'était pas celle qu'elle prétendait être, dont toute la vie avec lui était construite sur la tromperie. Qu'est-ce qui est réel? M'aimes-tu du tout? Ou n'étais-je qu'une solution pratique? Pour la première fois depuis que je la connaissais, Meadow n'avait pas de réponse. Pas de déviation habile, pas de manipulation, pas de réponse parfaitement conçue. Elle se tenait simplement là, exposée et silencieuse. Ce silence nous a tout dit ce que nous avions besoin de savoir. De la pièce à côté est venue la voix de Tommy qui appelait. « Papa, est-ce qu'on peut avoir de la glace ?» Elliot a fermé les yeux et j'ai vu une larme glisser sur sa joue. Que leur dis-je? Comment expliquer cela aux enfants? Nous allons trouver une solution, ai-je dit en tendant la main à travers la table pour prendre la sienne. Ensemble, en famille. Mais Tommy. Tommy est toujours ton fils de toutes les manières qui comptent. Cela ne change pas. Mais il a aussi un père biologique qu'il aime et veut faire partie de sa vie. Et peut-être que si nous gérons cela correctement, cela peut être une bonne chose. Meadow s'est dirigée vers la porte, mais je l'ai rappelée, Margaret. Elle s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée.
David ne va pas disparaître cette fois. Et moi non plus. Si tu essaies de t'enfuir avec les enfants, nous te trouverons. Si tu essaies de manipuler cette situation ou de faire du mal à ces enfants pour te protéger, nous t'arrêterons. Tes jours de contrôle sur cette famille sont terminés. Elle est sortie sans un mot de plus, laissant derrière elle le son des enfants qui jouaient et les débris de cette année de mensonges. Mais pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas eu l'impression de perdre ma famille. J'ai eu l'impression de la retrouver enfin. 6 mois plus tard, j'étais dans ma cuisine en train de préparer le dîner du dimanche quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de Tommy crier. « Grand-mère, on a apporté le dessert. »« Je suis ici, mon chéri, » ai-je répondu, souriant en entendant le martèlement des petits pieds courir vers moi. Tommy a fait irruption dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras chargés d'une boîte de pâtisserie presque trop grande pour qu'il la porte. Derrière lui, Emma avançait plus prudemment, tenant un petit bouquet de marguerites. « Celles-ci sont pour toi, » a-t-elle dit timidement en tendant les fleurs. Papa a dit que le jaune était ta couleur préférée. Je me suis agenouillée pour accepter le bouquet, l'attirant dans une étreinte qu'elle ne hésitait plus à me rendre. Elles sont parfaites, ma chérie. Merci. Elliot est apparu dans l'embrasure de la porte, l'air plus en santé que depuis des années. Le poids qu'il avait perdu pendant ces derniers mois avec Meadow était revenu, et les rides de stress autour de ses yeux s'étaient atténuées. Derrière lui se tenait David, encore un peu hésitant lors des rassemblements familiaux, mais trouvant progressivement sa place dans notre dynamique familiale compliquée. « Quelque chose sent incroyablement bon, » a dit Elliot en m'embrassant la joue. « Est-ce ta fameuse tarte aux pommes ?» Tommy l'a spécifiquement demandé, ai-je dit en ébouriffant les cheveux du petit garçon. « Avec la purée de pommes de terre et cette recette de poulet aux herbes que tu aimais tant. » Les yeux de Tommy se sont illuminés. Oui, c'est aussi mon préféré, comme celui de papa. La facilité avec laquelle il appelait à la fois Elliot et David papa prenait encore un peu de temps pour s'y habituer, mais les enfants s'étaient adaptés à leur famille élargie avec la résilience que possèdent les enfants. Tommy appelait Elliot papa et David papa Dave, tandis qu'Emma avait simplement accepté que Tommy ait 2 pères de la même manière que certains de ses amis avaient 2 maisons. David a posé une bouteille de vin sur le comptoir, se déplaçant toujours avec précaution dans ce qui avait été le domaine de Meadow. « Comment puis-je aider ? » « Tu peux mettre la table, » ai-je dit. La belle porcelaine est dans le buffet de la salle à manger. Il avait fallu des mois pour en arriver là. Des mois de thérapie familiale, de conversations prudentes avec les enfants et de procédures juridiques qui s'étaient finalement terminées par l'abandon volontaire de la garde par Meadow en échange d'éviter des poursuites pour fraude. Elle avait disparu à nouveau, tout comme elle l'avait fait de la vie de David 7 ans plus tôt. Mais cette fois, elle avait laissé les enfants derrière elle. La transition n'avait pas été facile. Tommy avait été confus et brisé par l'absence soudaine de sa mère. Malgré toutes ces manipulations, Emma avait été collante et anxieuse, craignant que d'autres personnes qu'elle aimait ne disparaissent. Il y avait eu des larmes, des crises de colère et des nuits sans sommeil pour nous tous. Mais il y avait aussi eu de la guérison. Elliot avait emménagé à nouveau dans la maison qu'il avait partagée avec Meadow. Mais tout semblait différent maintenant. L'atmosphère oppressante de secrets et de marche sur des œufs avait disparu. David avait loué un appartement à seulement 10 minutes de là. Assez près pour faire partie de la vie quotidienne, mais assez loin pour donner à chacun l'espace nécessaire pour s'adapter. « Grand-mère, » a dit Tommy en tirant sur mon tablier. « Est-ce que je peux te dire un secret ?» Je me suis agenouillée à sa hauteur. « Bien sûr que tu peux. » Il a mis ses mains en coupe autour de sa bouche et a chuchoté. « Je suis content que tu aies trouvé Papa Dave. Maintenant, j'ai le plus de papa de tous dans ma classe. » Mon cœur s'est serré d'amour pour ce petit garçon résilient qui avait transformé une situation compliquée en une source de fierté. Moi aussi, je suis contente, mon chéri. Et je suis contente que maman Meadow soit partie, a-t-il ajouté plus doucement. Elle était toujours en colère contre quelque chose. Cela m'a brisé le cœur qu'un enfant de 7 ans ait été si conscient de la tension dans son foyer. Mais cela m'a aussi rassuré que nous avions fait les bons choix. Les enfants savaient plus de choses que les adultes ne leur en accordaient, et Tommy avait senti la manipulation de sa mère, même s'il ne pouvait pas la nommer. Pendant le dîner, la conversation a coulé naturellement entre les adultes tandis que les enfants bavardaient de l'école et des amis. David nous a parlé du dernier match de football de Tommy, où il avait marqué son premier but. Elliot a partagé l'excitation d'Emma à l'idée de commencer des cours de danse. Nous avons parlé comme la famille que nous étions devenus, peut-être peu conventionnelle,
mais réelle d'une manière que la version soigneusement orchestrée de Meadow n'avait jamais été. J'ai eu un appel de mon avocat hier, a dit Elliot alors que nous débarrassions les assiettes du dîner. Le divorce est enfin finalisé. Comment te sens-tu à ce sujet? Ai-je demandé. Il a été silencieux un moment, regardant Tommy aider David à charger le lave-vaisselle. Soulagé, surtout, et reconnaissant que ce soit terminé sans plus de dommages pour les enfants. Des regrets. À propos de la fin du mariage? Non. À propos de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Il a haussé les épaules. Je pense que je le regretterai toujours. Le temps que nous avons perdu? La douleur qu'elle t'a causée? Surtout. J'ai serré son épaule. Tu ne peux pas te blâmer pour avoir fait confiance à quelqu'un que tu aimais. Ce n'est pas un défaut de caractère, Elliot. C'est juste humain. David nous a rejoints au comptoir, séchant ses mains sur un torchon. Y a-t-il eu des nouvelles d'elle? Rien, a dit Elliot. Son avocat a dit qu'elle ne voulait aucun contact avec les enfants. Pas de visite, pas d'appel téléphonique, rien. C'est probablement pour le mieux, ai-je dit. Bien que cela m'étonne toujours qu'une mère puisse s'éloigner aussi complètement de ses enfants. Au moins, de cette façon, les enfants peuvent guérir sans se soucier du moment où elles pourraient perturber à nouveau leur vie. Plus tard, après que les enfants se soient endormis en regardant un film dans le salon, les 3 adultes sont restés assis autour de la table de ma cuisine avec du café et des restes de tarte. Ces moments étaient devenus certains de mes préférés. Des conversations tranquilles à la lumière du soir, des plans pour l'avenir, des discussions sur les défis de la coparentalité dans une situation aussi inhabituelle. J'ai pensé à quelque chose, a dit David en remuant du sucre dans son café. Au sujet du nom de famille de Tommy. Elliot a levé les yeux brusquement. De quoi s'agit-il? Il a été un Patterson toute sa vie. C'est son identité, ses dossiers scolaires, tout. Je ne veux pas changer cela, mais je me demandais. David a hésité, puis a continué. Est-ce que ce serait acceptable si je prenais aussi ton nom? Officiellement. Je veux dire, David Patterson Chen, donc Tommy et moi partagerions une partie d'un nom, mais il serait toujours lié à toi et à ton histoire familiale. Le geste était si attentionné, si soigneusement conçu pour honorer la place de chacun dans la vie de Tommy, que j'ai senti des larmes me piquer les yeux. Elliot avait l'air stupéfait. Tu ferais ça? Je veux que Tommy sache que les familles peuvent être compliquées sans être brisées, a dit David. Je veux qu'il comprenne que aimer quelqu'un ne signifie pas qu'il faut choisir un camp ou faire semblant que d'autres relations n'existent pas. Elliot a tendu la main de l'autre côté de la table et a serré celle de David. Je pense que c'est parfait. Alors que la soirée touchait à sa fin et que David se préparait à emmener les enfants dans son appartement pour leur nuit hebdomadaire, je l'ai pris à part. Merci, ai-je dit doucement. Pourquoi? Pour avoir sauvé ma famille. Pour avoir eu le courage de me dire la vérité quand il aurait été plus facile de simplement disparaître à nouveau. David est resté silencieux un moment, regardant Tommy rassembler son sac à dos et son animal en peluche préféré. Tu sais ce que j'ai réalisé le jour où je suis venu frapper à ta porte? Je ne perdais pas seulement mon fils. Tu perdais aussi ta famille. Meadow nous enlevait tous les uns aux autres, pièce par pièce. Mais nous l'avons arrêté. Nous l'avons fait. Il a souri. Et regarde ce que nous avons construit à la place. J'ai regardé autour de ma maison, les dessins des enfants collés sur le réfrigérateur, le pull oublié d'Emma drapé sur une chaise, les photos de famille qui incluaient maintenant David et reflétaient vraiment notre réalité. Ce n'était pas la famille que j'avais imaginée quand Elliot s'était marié pour la première fois. Mais c'était infiniment mieux que la performance creuse orchestrée par Meadow. Après le départ de tout le monde, je suis restée assise dans mon salon avec une tasse de thé, réfléchissant à la façon dont ma vie avait radicalement changé depuis cet anniversaire dévastateur 6 mois plus tôt. La maison vide qui avait semblé être un tombeau résonnait maintenant des échos de la vie familiale. Les rires des enfants, les questions attentives de David sur les traditions familiales, les conversations soulagées d'Elliot sur ses projets d'avenir. Mon téléphone a vibré avec un message d'Elliot. Merci pour le dîner, maman. Les enfants demandent si nous pouvons faire cela tous les dimanches. J'ai répondu. Tous les dimanches semblent parfaits. C'est ce que font les familles. Sa réponse est venue rapidement. Oui, c'est ce que font les vraies familles. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé la photo encadrée sur ma table d'appoint. Une photo du voyage aux zoo du mois dernier. Nous étions tous les 5 serrés devant l'enclos des éléphants.
Tommy était perché sur les épaules de David tandis qu'Emma me tenait fermement la main. Elliot se tenait au milieu, un bras autour de moi et l'autre autour de David, souriant comme s'il venait de se souvenir de ce que signifiait le bonheur. Nous avions l'air de ce que nous étions, une famille qui avait été brisée et reconstruite dans une nouvelle configuration. Plus forte et plus honnête qu'avant. Peu conventionnelle, mais réelle. Imparfaite, mais vraie. La maison s'est installée autour de moi alors que la nuit tombait, mais elle ne semblait plus vide. Elle était pleine de possibilités, pleine de l'amour que Meadow avait essayé si fort de détruire, mais qu'elle n'avait jamais réussi à éteindre complètement. J'avais pensé que mon 65e anniversaire avait marqué la fin de ma pertinence dans l'histoire de ma famille. Au lieu de cela, il avait marqué le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où l'amour n'était pas conditionnel, où la vérité comptait plus que les apparences, et où être grand-mère signifiait protéger ses petits-enfants de quiconque les utiliserait comme des armes, même de leur propre mère. Demain était lundi, ce qui signifiait que Tommy avait un entraînement de football et Emma un cours de danse. David irait chercher Tommy pendant qu'Elliot emmènerait Emma, et ils finiraient tous les deux par revenir ici pour les devoirs et le dîner. C'était le genre de routine que Meadow aurait contrôlé et manipulé, mais qui coulait maintenant naturellement de notre véritable souci les uns pour les autres. Alors que j'éteignais les lumières et montais à l'étage, j'ai pensé à la femme qui avait essayé de m'effacer de l'histoire de ma propre famille. Quelque part, Meadow était probablement en train de se forger une nouvelle identité, de créer une nouvelle histoire, de chercher une nouvelle famille à infiltrer et à contrôler. Mais elle avait laissé quelque chose derrière elle qu'elle ne pourrait jamais remplacer, l'amour entre des personnes qui choisissaient de se battre les unes pour les autres au lieu d'abandonner. Elle nous avait tous appris ce que nous ne voulions pas être. Et en faisant cela, elle nous avait aidés à devenir exactement ce que nous étions censés être. Pour cela, si ce n'est pour autre chose, je suppose que je lui devais une sorte de gratitude tordue. Mais surtout, je la plaignais. Elle avait eu une vraie famille à portée de main, imparfaite et compliquée, mais authentique. Et elle l'avait jetée pour la satisfaction creuse du contrôle. Sa perte, notre gain. Et enfin, après des mois à me sentir comme un fantôme dans ma propre vie, j'étais chez moi.